Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 120%. Aujourd'hui la critique de Sonic Génération. J'ai joué, c'est bien. No Life Emploi IRL, temps perdu, Retro and Magic, mais tout de suite, les news. Ubisoft vient tout juste de mettre à disposition la démo de Rayman Origins sur le PlayStation Network et le Xbox Live Arcade. L'occasion de se faire une idée plus précise du gameplay de ce jeu de plateforme très attendu via la présence de 3 niveaux distincts. 3 niveaux pour 3 gameplays. Le premier, le monde de la jungle, est orienté 100% plateforme et permet de découvrir de petites mécaniques de jeu intéressantes, comme ces notes que l'on peut faire apparaître en sautant plusieurs fois sur une même plateforme et que l'on doit attraper avant qu'elles ne s'envolent hors de l'écran. De petites subtilités qui rassurent quant à la profondeur de jeu de ce nouveau Rayman 2D. Piochant à tout va, de nombreux éléments rappellent les ténors de la plateforme, de Mario et Sonic bien sûr, en passant par le récent et excellent Donkey Kong Country Returns sorti sur Wii. Des références solides donc, qui laissent envisager une replay value conséquente, digne des productions Nintendo. On l'espère en tout cas. Le second niveau, celui de la nourriture, propose un gameplay shoot'em up, avec changement de plan et la possibilité aussi d'aspirer projectiles et éléments du décor. Le troisième niveau, enfin, est celui de l'océan et permet de constater que Rayman sait bien nager, aussi bien en tout cas que Sonic dans le récent Sonic Colors. Ce qui frappe d'emblée, c'est bien sûr la direction artistique du jeu, sa patte graphique unique qui s'éloigne assez nettement des vieux Rayman pour proposer quelque chose de plus funky, de plus moderne, avec un soin maniaque du détail barré si possible. Un vrai petit cartoon made in France. Le contrôle du personnage s'avère également très satisfaisant, il bouge bien avec répondant et une inertie minimale. Du coup, il est très accessible sans pour autant négliger la notion de timing inhérente aux meilleurs titres du genre, avec par exemple un double saut requérant un minimum de pratique. Rayman Origins est toujours prévu pour le 24 novembre prochain sur PS3, Xbox 360 et Wii. Voici un nouveau venu dans la série Mon Coach Personnel d'Ubisoft. Intitulé Self Defense, ce programme d'entraînement est censé vous préparer à d'éventuelles agressions en vous maintenant en forme et en boostant votre confiance. Disponible depuis peu sur Kinect, le jeu propose des katas armés d'un sac à main pendant lesquels on crie « Non, non, non !» Des recettes de cuisine et enfin des techniques de soumission pour avoir l'avantage pendant les soldes. On déconne, hein, c'est Médoc qui aime bien faire des news super misogynes. Développé par les étudiants de l'école de jeux vidéo DigiPen aux États-Unis, Nightronic Rush est un jeu de course qui marie le gameplay des années 90 à une esthétique très inspirée du film Tron. Si vous aussi vous avez envie de parcourir la ville en évitant les obstacles et de marquer des points en effectuant des acrobaties, rendez-vous sur le site du jeu. Il est disponible gratuitement au téléchargement sur PC. Alors Davy. Oui. Avant de voir la critique qui est consacrée à Sonic Generation. Le jeu va trop vite. C'est vrai? Je trouve que le problème de Sonic, à la base, hein, Sonic c'était un jeu de plateforme mais qui va vite. Et sur Mega Drive, enfin au début, ça allait vite, mais t'arrivais à gérer un peu. Là maintenant, le jeu est super beau et tout machin, mais ils veulent tellement que ça aille vite, et ils le peuvent vu que les consoles le permettent, que des fois tu comprends plus trop ce que tu joues. C'est bête, parce que le jeu est super bien. Voilà. Ouais, mais les moments où ça va vite, c'est les moments où t'es entre guillemets guidé, où tu peux laisser Sonic courir tout seul. Ouais. Après, quand il faut vraiment sauter, disons qu'il faut maintenant, faut vraiment connaître le jeu par cœur en fait. Maintenant, un Sonic, faut faire le niveau, mourir 14 fois, un peu comme à Lara Croft, tu vois, un peu comme à Tomb Raider, tu fais ah d'accord. Ouais, c'est un peu simpliste ce que tu dis, mais on n'est pas là pour parler de ça. Enfin, on va en parler dans la critique et ils en parleront mieux que nous. C'est pour... en fait, je voulais te poser une question. Oui. Tu te souviens, il y a 2 ans environ, ou un peu plus, on avait fait un 100% où je t'avais demandé de faire une estimation de statistiques. Ouais. Donc, je te repose la même question aujourd'hui. Mais je suis nul en statistiques. Donc, si on met bout à bout toutes les émissions qu'on a diffusées sur No Life, si on accepte les pubs et les rubriques en standalone, c'est-à-dire que on compte le 100% tout seul, on compte pas en plus le Retro Magic qui a été sorti du 100%, ouais. À ton avis, ça fait quelle durée ? Je te laisse le temps de la critique pour réfléchir. Ouais, toutes les émissions. Ouais. C'est un peu la période qui le veut. En ce début de décennie, un certain nombre de licences emblématiques du jeu vidéo arrivent à des âges symboliques. The Legend of Zelda, par exemple, fait ainsi son quart de siècle et Sonic ses 20 printemps. Contrairement à Mario Bros, qui nous l'avait joué petit bras avec une pauvre et facile compilation de ROM pour fêter ses 25 ans, Sega s'est donné les moyens de rendre l'événement mémorable en développant un jeu spécialement pour l'occasion.
Sonic Generations, de son petit nom, est une sorte de synthèse des 2 décennies d'existence du hérisson bleu. L'objectif ici est de fédérer à la fois les fans de la première heure, ceux qui ne jurent que par la 2D et ceux qui ont pris le train en marche avec les très contestés épisodes 3D. Sonic Generations est donc un pari sacrément ambitieux, mais qui, s'il venait à être tenu, serait le plus beau cadeau que Sonic et ses fans pouvaient espérer. Alors qu'il se baladait tranquillement du côté de Green Hill Zone, un Sonic tout rondouillard est interpellé par un menaçant vortex dimensionnel. Parallèlement, dans le futur, le hérisson bleu élancé, bavard et plein d'assurance tel qu'on le connaît aujourd'hui, rejoint sa troupe d'amis. Ce qui s'annonçait comme une journée agréable, ponctuée d'une fête d'anniversaire surprise, va malheureusement tourner au drame. En effet, le même vortex menaçant fait ici aussi son apparition et s'accompagne de l'irruption d'une monstrueuse créature. À peine le temps de s'affoler, et voilà que la bête se met à aspirer tous les petits camarades de Sonic, l'abandonnant seul et inconscient. À son réveil, il se retrouve dans un monde incolore, simplement parsemé de ce qui semble être des souvenirs de son passé. Il devra alors les revisiter un à un pour leur redonner vie, tout en n'oubliant pas, au passage, de percer le mystère qui entoure cet événement étrange. Un autre Sonic? Quoi? Attends 2 secondes! Du haut de ses 20 ans, Sonic semble enfin en avoir fini avec les erreurs de goût. Dans Sonic Generations, ses fréquentations bizarres sont reléguées au rang de PNJ et ses envies de costumade au placard. Pas de hérisson garou ou d'armure de chevalier à revêtir pour sauver le monde. Ici, il est le seul et unique héros. Enfin, unique, façon de parler, hein. Comme vous le savez sans doute, Sonic Generations met en scène 2 hérissons bleus. Je n'arrive pas à croire que je sois en double. En plus de l'actuel, apparu lors du passage de la série à la 3D, le Sonic original a également été pris dans la faille spatio-temporelle. La coopération entre nos 2 protagonistes principaux est mise en scène de manière on ne peut plus simple. Le monde dénué de vie dans lequel ils ont atterri sert de hub, et à chacun de leurs souvenirs correspond un environnement tiré des épisodes précédents. Green Hill, Chemical Plant, Speed Highway ou encore City Escape, ce sont en tout 9 des décors les plus emblématiques de la série que l'on retrouve ici. La petite astuce vient du fait qu'ils sont divisés chacun en 2 actes, le premier étant réservé à Classic Sonic et le second à Modern Sonic. À cette distribution des niveaux correspond bien entendu 2 gameplays bien distincts, 2D pour le Sonic original et 3D pour son alter ego du futur. Sonic Generations est donc un jeu bicéphale, et c'est ce qui fait sa plus grande originalité. Inutile de chercher des innovations de gameplay, Sega ne s'est pas aventuré sur ce terrain-là. Ce titre assume complètement son statut de jeu hommage et nous propose simplement de revivre quelques passages mythiques de la série à travers 2 perspectives totalement différentes. Sonic Generations réalise donc un véritable rêve de fan, d'autant que les développeurs sont parvenus à joindre les intentions à la manière. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, les différentes relectures proposées dans Sonic Generations sont particulièrement réussies. Les phases en 3D proposent des sensations franchement grisantes, grâce à une mise en scène et une réalisation éclatante. Et si certains, dont nous faisons partie, regretteront le manque de précision du Sonic moderne, il leur sera difficile de faire la fine bouche avec les niveaux 2D. Certes, le hérisson bleu classique est moins agréable à jouer, mais il propose en contrepartie des niveaux beaucoup plus propices à l'exploration, comme aux plus belles heures de la saga. Naturellement, les différences entre les 2 Sonic ne s'arrêtent pas qu'à leur apparence et à leur gameplay. Chacun possède des caractéristiques et des capacités qui lui sont propres. Le vieux Sonic dispose d'une palette de mouvements assez réduite, composée uniquement du saut et du spin dash. Les joueurs déçus par la prise en main de Sonic 4 peuvent être rassurés donc, le feeling, sans être identique, étant le plus proche des épisodes Mega Drive. Son alter ego du futur peut pour sa part dasher, glisser et effectuer des attaques téléguidées. Il est même possible de se faciliter un peu la vie en échangeant les points récoltés à l'issue des niveaux contre diverses compétences. Cela va d'une vitesse accrue à un freinage plus sec, en passant par des anneaux qui restent plus longtemps en jeu une fois perdus, ou encore par la protection et les capacités de divers boucliers. Si les différentes compétences bonus sont parfaitement dispensables lors d'un premier run, elles se montreront en revanche d'une grande utilité pour les joueurs qui veulent apprécier le level design à sa juste valeur. On vous l'a déjà dit, Sonic Generations est composé de 9 niveaux seulement, ce qui nous donne un total un peu maigre de 18 actes. Heureusement, Sega a pensé à tout pour allonger la durée de vie de son bébé. D'abord, il faut savoir que les niveaux sont regroupés par 3. Une fois que les 6 actes qui les composent sont achevés, le hub laisse alors apparaître les portails défis. Ces derniers permettent non seulement d'obtenir des clés pour accéder au boss et poursuivre l'aventure, mais ils permettent surtout de varier énormément les plaisirs.
On sent que les développeurs s'en sont donnés à cœur joie pour nous concocter des épreuves vraiment différentes. On trouve par exemple toutes sortes de courses de vitesse, des niveaux au level design organisés autour d'un mécanisme ou d'un item spécifique, ou d'autres dans lesquels on doit par exemple s'accrocher à Tails pour s'envoler. Au nombre de 90, soit 45 par Sonic, les défis augmentent sensiblement la durée de vie du jeu, comme toujours un peu juste en ligne droite. Par ailleurs, il faut noter qu'à l'instar des 5 rings étoiles rouges à dénicher dans chaque acte, ils permettent de débloquer diverses illustrations et musiques, ces dernières pouvant d'ailleurs être jouées librement quel que soit le niveau. Pour ceux qui en voudraient toujours plus, la quête systématique du rang S se pose comme un défi supplémentaire à relever, avant d'aller se frotter au classement en ligne ou à l'épreuve des 30 secondes. Comme son nom le laisse entendre, cette dernière nous donne 30 secondes pour tenter de parcourir la plus grande distance dans un niveau avant de comparer sa performance avec le reste du monde. Enfin, en guise de cerise sur le gâteau, on notera qu'il est possible ici de débloquer le tout premier Sonic. Que tous les fans se rassurent, Sonic a droit à un anniversaire digne de son rang. Contrairement à la plupart des initiatives menées depuis 10 ans, Sonic Generations est globalement une franche réussite. Grâce à son gameplay nerveux et à un choix judicieux de niveau, le jeu procure d'excellentes sensations, aussi bien en 2D qu'en 3D. Et si Sega a mis le paquet côté mise en scène, il n'en a pas pour autant oublié les fondamentaux. L'excellent level design, notamment, se montre à la hauteur de l'événement et assure une vraie replay value par sa qualité et sa profondeur. Réalisé avec amour, franchement joli et suffisamment étoffé côté contenu, Sonic Generations n'est pourtant pas exempt de tout reproche. Pour un jeu qui s'appuie essentiellement sur la vitesse de son héros, on regrettera que Sonic Generations souffre d'une fluidité en berne et d'un manque criant de lisibilité. Bien que spectaculaire et grisant, le gameplay 3D du Sonic moderne est encore trop flottant et imprécis pour se réconcilier pleinement avec ses réfractaires. Enfin, on n'aurait pas craché sur 1 ou 2 environnements supplémentaires. Casino Night aurait été tellement éblouissant sur nos consoles HD. Par ces petits écueils disséminés ça et là, difficile donc de dire que Sonic Generations mettra tout le monde d'accord. Mais très honnêtement, il n'y a là rien de suffisamment rédhibitoire pour que la fête soit gâchée. Génial! C'est trop bon! Attends, toutes les émissions, déjà un 101% par jour, quasiment, c'est 30 minutes à peu près. Ça fait 4 ans que la chaîne existe, un peu plus. Rien que ça déjà, dans ma tête, je me dis, oh bah, je sais plus. Tu comptes combien il y a de semaines par an? 30 semaines par an, et il y en a 360... non, semaines. Il y a 52 semaines par an. 52 semaines. Et je pense qu'il y a, des 2 vacances. mois et demi de rediff. Donc, du coup, 2 mois et demi, ça fait 4, ça fait 8, 40. ça fait 10 semaines. Bon, comptons 42 semaines. 42 semaines, ouais. 42 101% par an. Donc, 4 fois 42, ça fait 84 fois 2, 168. Donc, ça fait 168 101%. Fois 30 minutes. 168 fois 30 minutes. 5040 minutes. Divisé par 24. 210. Ça fait 210 jours. Ça, c'est bizarre. C'est pas ce que m'a donné Cyril. Mais il y a même... T'es sûr que t'as bien compté? Non. On va vérifier ça. Ok. Bienvenue dans No Life Emploi IRL. Nous allons vous présenter un employeur potentiel. Détendez-vous, tout va bien se passer. Cravate ou pas cravate ? Pas cravate, l'ambiance ici est plutôt détendue, même si bien sûr c'est aussi très stimulant, on bosse, ça c'est certain, l'ambiance est malgré tout plutôt fun et pas cravate évidemment. Profil recherché. Alors pour les développeurs en fait on en a plusieurs types. On a d'abord les développeurs mobiles qui, comme leur nom l'indique, vont développer des jeux, nos jeux, pour les adapter sur des plateformes mobiles. On a des développeurs qui vont travailler plutôt sur l'interface utilisateur et les cadres, donc qui vont travailler sur ce qu'on appelle des frameworks, qu'on va plutôt appeler les développeurs .NET. Et puis on a des game développeurs qui, eux, vont travailler vraiment sur les jeux en eux-mêmes, qu'on va appeler les game développeurs. Niveau d'études et expérience.
Alors, les niveaux d'études, honnêtement, c'est pas très important chez Kobojo. Ce qui importe pour nous, c'est vraiment la passion du jeu et l'expérience. Donc ça, c'est vraiment le premier critère pour nous, que ce soit dans une entreprise spécialisée dans le jeu vidéo ou alors même en dehors du travail. Quelqu'un qui est passionné de jeux vidéo et qui développe en dehors de son travail des jeux, ça nous intéresse bien évidemment, puisque un autodidacte, il peut être aussi compétent dans un langage, dans une tâche que quelqu'un qui a fait une école spécialisée, que ce soit Bac+2 ou Bac+5. Rémunération et évolution. Alors nous, on est issus du milieu du jeu vidéo, c'est un secteur qu'on connaît bien, donc on connaît les rémunérations. Les rémunérations chez Kobojo, elles sont attractives par rapport à ce marché-là. Et chez Kobojo, on a aussi beaucoup d'autres avantages. Le premier, c'est qu'on offre uniquement des CDI à nos collaborateurs. Et ça, c'est important, puisque c'est pas forcément le cas dans le jeu vidéo. C'est un milieu où on fonctionne souvent par projet. Nous, on a fait le choix de recruter nos collaborateurs sur le long terme. Un des autres avantages, c'est évidemment la situation de l'entreprise. On est situé en plein cœur de Paris, c'est agréable. Nos locaux sont aussi agréables. L'ambiance de travail, c'est un autre avantage. Comme je le disais tout à l'heure, c'est fun, stimulant et c'est vraiment une ambiance de travail qui est agréable, avec beaucoup de collaboration, de participation de la part des collaborateurs et donc beaucoup d'écoute de la part des managers. Et puis après, on a des avantages en interne qui sont les boissons gratuites, la flexibilité du temps de travail. On a également une bibliothèque qui permet à chaque personne de commander un livre tous les mois sur le sujet de son choix en lien avec son travail, mais qui ensuite est partagé avec tous les collaborateurs de Kobojo. À éviter absolument. Les mauvais points, c'est ne pas se préparer pour l'entretien. Quand je dis ne pas se préparer, c'est ne pas se renseigner sur Kobojo. L'idéal, c'est de tester nos jeux avant de venir à un entretien, puisque ça permet vraiment d'avoir la vision de ce qu'on fait. L'idéal, c'est vraiment d'être capable, quand on arrive en entretien, de pouvoir parler des jeux de Kobojo, soit en bien, soit en mal. D'ailleurs, toutes les critiques sont bonnes à prendre, mais en tout cas, d'être capable d'en parler. Un mauvais point aussi, c'est de refuser de répondre aux tests techniques qu'on fait passer à nos futurs développeurs. Il y en a toujours un pour tous les types de développeurs et c'est vraiment important de s'y préparer et de l'accepter quand on est en entretien et de faire de son mieux par rapport à ce test technique-là. Merci d'avoir suivi ce vidéogramme d'information. La sortie est par ici. Au revoir, on vous rappellera. En fait, j'ai vérifié la Davy. On s'est planté. Déjà, on a compté 1501% par semaine. Ouais. Ensuite, on a oublié de diviser par 60 pour avoir les minutes. Ah oui. Donc, j'ai pas mon bac, donc je te crois. Ouais. Donc c'est un peu n'importe quoi. Mais je vais te demander juste à vue de nez. Si tu voulais regarder tous les programmes de No Life à la suite, il faudrait combien de temps à vue de nez? Combien d'heures? Combien de jours? Combien de jours? Parce que d'heures, putain. Ouais, je sais pas, moi je pense que si on cumule tous les programmes de No Life, on en a fait 4 ans, mais il y a quand même pas mal de rediffusions. 1 an? Bonjour. Bon, a priori, pour survivre dans les prochaines années à venir, il serait préférable d'être riche. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Je ne sais pas vous, mais moi en ce moment, je suis lessivé, fatigué, crevé, exténué, vidé, éreinté, et probablement aussi vieux. Je ne sais pas, probablement le temps, pas terrible, les nouvelles, pas beaucoup mieux, ou mon foie, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors bon, ces temps-ci, la guerre, les zombies, les guerriers invincibles, les tueurs de neurones et tout ça, ça me botte moyen. Alors, que diriez-vous d'une petite spéciale zénitude? Non? Tant pis, c'est moi qui décide. Alors, dans Waterfall 3 de Moon Mana, vous devez, grâce à des petites pastilles directionnelles ou téléportationnelles, rediriger des flux d'énergie, ou d'eau au choix, vers des réceptacles afin de les remplir. C'est cool, c'est tout simple, il y a de l'énergie et du gaïa en dedans, ce qui ne peut que vous faire du bien. Poursuivons donc notre petite récréation relaxante avec Discovery de Dog Games. Ici, vous êtes Dieu. Enfin, une sorte de Dieu, ce qui est déjà pas mal. Au moyen de votre clavier, vous allez vous concentrer, respirer à fond
et faire apparaître dans le vide intersidéral une Terre. Vous aurez à cœur ensuite d'imaginer quel sera votre Éden idéal, ce qui, si on y réfléchit bien, pourrait faire mal à la tête, donc finalement n'y réfléchissez pas trop. Non, parce qu'un Éden c'est idéal, mais un Éden idéal ou un idéal Éden, mais qui serait idéal que pour moi... Les animaux sont gentils. Et contrairement à ce que pourraient penser les bouffeurs de gelée et de bouillie de trucs à la menthe, nous ne mangeons pas tant de grenouilles que ça. Et ça n'est pas parce qu'on a les bifs à Onion Guinness Pie qu'il faut tout de suite se moquer des autres. Mais les animaux sont gentils, disais-je donc, y compris cette sympathique grenouille que nous allons devoir aider à rejoindre ce magnifique warp temporel situé de l'autre côté du niveau. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de cliquer pour que notre splendide batracien saute ou nage du bon côté. Une petite pression simultanée sur Shift, et vous pourrez tirer la langue pour atteindre ou manger divers trucs dans votre environnement. Et ça c'est cool, love, peace, et plein d'autres mots en anglais que j'aime bien. Pour que cette séance de relaxation soit complète, je vous propose à présent de nous attaquer à ce qui a sans doute été à l'origine du plus grand nombre de compressions nerveuses de tous les temps, Tetris. Car oui, avec Tetris, vous allez pouvoir en toute tranquillité déconstruire tout ce qui a été construit. Et là, tout se passe paisiblement, calmement, tranquillos, puisque si vous n'y arrivez pas, vous pourrez même revenir en arrière pour trouver où vous vous serez trompé. Et ça, c'est bien cool. Et être cool, c'est bien. Car on prend son temps. Et comme vous le savez, ça tombe bien car justement, faudrait surtout penser à ne pas oublier que pour gagner plus, jouer plus. Ah non, un an c'est un peu beaucoup quand même. Ouais. T'imagines? Oui, non, un an, non, ça veut ouais. dire qu'il y aurait 24 chaque heures jour sur 24, un on quart dort du pas. temps Non, ouais. qui serait neuf. Mais Enfin, un an c'est pas quand on dort, je pensais. Donc si on fait la moitié, c'est 6 mois. Un an avec quoi? Je pensais à la nuit, on dort, on arrête. Non, mais il n'y a pas un quart d'heure de 6 programme mois. frais par jour. Enfin, 6 il n'y mois. a pas un quart de jour de... 6 6 mois. mois, ça voudrait dire qu'il y ait un huitième de la journée qui soit complètement frais. Ouais. Ben non, c'est pas un huitième de la journée, puisque c'est une demi-heure, ça fait un 48e de la journée. Non mais attends, c'est horrible ce que tu dis. Ça veut dire que ça fait 4 ans que la chaîne existe et on peut même pas faire 6 mois d'affilée? Non, si tu regardais tous les programmes à la suite, ça ferait, selon Cyril Lambin bien sûr, 62 jours et 12 heures. C'est tout? Star Wars est l'une des sagas les plus légendaires du cinéma et est au moins aussi connue pour son grand nombre de produits dérivés, séries télé, jouets, livres et bien sûr jeux vidéo. Certains de ces jeux avaient déjà été traités dans Retro & Magic. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler des first-person shooters de l'univers Star Wars, à commencer par le mythique Dark Forces. Après la sortie de Doom et son succès planétaire, les développeurs de LucasArts voient immédiatement le potentiel d'un jeu du même type se déroulant dans l'univers Star Wars. Dès 1993, ils se mettent au travail sur ce qui deviendra Dark Forces. Utilisant un moteur maison appelé Jedi Engine, Dark Forces propose des graphismes plus élaborés que ceux de Doom, et quelques nouveautés de gameplay comme la possibilité de sauter et ramper. Le jeu prend place dans des environnements classiques de Star Wars, planètes exotiques, bases et vaisseaux impériaux, notamment l'exécuteur de Darth Vader, la capitale impériale Coruscant ou même le yacht spatial de Jabba le Hutt. Dark Forces se démarque également par l'importance accordée à l'intrigue. Les niveaux sont entrecoupés de scènes cinématiques et de briefings détaillant les objectifs du joueur. Le joueur incarne Kyle Katarn, un ancien officier impérial devenu mercenaire au service de l'Alliance rebelle. Le personnage a été extrapolé à partir d'une mention dans les films d'un commando Katarn qui aurait volé les plans de l'Étoile Noire.
Voler les fameux plans sera la première mission du joueur dans Dark Forces. La suite le mettra aux prises avec le général Rom Mock, à la tête d'un projet visant à créer une nouvelle génération de Stormtroopers droïdes, les Dark Troopers. Avec son gameplay solide, son histoire prenante et son ambiance extraordinaire, Dark Forces rencontra un grand succès. Il souffrait toutefois de 2 défauts, l'absence de mode multijoueur et surtout une grande difficulté. En effet, il était impossible de sauvegarder pendant les missions, la mort obligeant donc le joueur à reprendre chaque niveau du début, ce qui était parfois un peu rude vu leur longueur et leur complexité. Deux ans après Dark Forces, LucasArts lui donne une suite et réalise par là même le fantasme de tout fan de Star Wars, devenir un chevalier Jedi. On incarne toujours Kyle Katarn, un an après la mort de l'empereur dans le Retour du Jedi. Un Jedi noir du nom de Jerek, ancien grand inquisiteur de l'Empire, est à la recherche du secret de la vallée des Jedi, qui recèlerait un grand pouvoir. L'emplacement de la vallée était connu uniquement de Morgan Katarn, le père de Kyle, en réalité un Jedi qui se cachait de l'Empire, avant d'être percé à jour et tué par Jerek. Pour venger son père et stopper Jerek, Kyle va donc devoir s'initier au secret de la Force. Le jeu laisse au joueur le choix de suivre le côté lumineux ou obscur, menant à 2 fins différentes. Jedi Knight est désormais en vrai 3D avec un nouveau moteur baptisé le Sith Engine. Le gameplay FPS est toujours présent, mais bascule en vue à la 3e personne lorsque Kyle dégaine son sabre laser. Le jeu est ponctué par des affrontements trépidants contre la coterie de Jerek, et pour survivre, Kyle devra apprendre à maîtriser divers pouvoirs de la force, comme la vitesse, le super saut ou encore les éclairs. Cette fois-ci, le jeu contenait bien un mode multijoueur qui rencontra d'ailleurs un franc succès. Notons enfin que les scènes cinématiques étaient jouées par de vrais acteurs filmés sur fond vert. C'était la première fois que des affrontements au sabre laser étaient filmés pour un produit officiel Star Wars depuis le Retour du Jedi. Jedi Knight ayant rencontré un grand succès, LucasArts lui donne rapidement un add-on baptisé Mysteries of the Sith. Le jeu commence 5 ans après Jedi Knight. Kyle Katarn continue de servir la Nouvelle République et a pris sous son aile Mara Jade, un personnage bien connu des fans depuis son apparition dans les romans de Timothy Zahn. Après avoir incarné Kyle le temps de quelques niveaux, le joueur prend le contrôle de Mara dans son combat contre le côté obscur. Mysteries of the Sith s'adresse aux experts de Jedi Knight et propose des niveaux à la difficulté élevée. En 2002, un nouvel épisode voit le jour, Jedi Outcast. Cette fois-ci, le jeu n'est pas développé directement par LucasArts, mais par Raven Software, alors un des studios experts en FPS. Jedi Outcast utilise le moteur de Quake 3, offrant une qualité graphique encore jamais vue dans un jeu Star Wars. On y retrouve Kyle Katarn 2 ans après Mysteries of the Sith. Après avoir failli succomber au côté obscur, Kyle a rejeté la Force et a renoué avec son activité de mercenaire aux côtés de sa partenaire Yan Horse. Mais Kyle et Yan découvrent les plans de Galak Frayar, un ancien général impérial qui veut ressusciter l'Empire avec l'aide de Dessan, un membre du nouvel ordre Jedi passé du côté obscur. Dessan a trouvé un moyen d'utiliser le pouvoir de la vallée des Jedi pour insuffler artificiellement la sensibilité à la Force à ses troupes, créant ainsi une légion de soldats Sith capables de renverser la Nouvelle République. Pour vaincre Dessan, Kyle n'a d'autre choix que de renouer avec la Force. Jedi Outcast retrouve l'excellence qui avait caractérisé Dark Forces et Jedi Knight, avec un gameplay nerveux et des combats au sabre dantesques. Les fans du premier Dark Forces apprécient notamment la présence de quelques niveaux à l'ancienne, sans sabre ni pouvoir. Le jeu est un vrai bonheur pour les fans de Star Wars car Kyle croisera la route de nombreux personnages. Comment ne pas prendre son pied en se battant aux côtés de Luke Skywalker ou de Lando Calrissian, ce dernier étant d'ailleurs doublé en VO par son acteur original Billy Dee Williams. Jedi Outcast proposait également un mode multijoueur particulièrement fun. L'épisode suivant de la série, Jedi Academy, change un peu la formule. On n'incarne plus Kyle Katarn, bien que celui-ci joue un rôle de premier plan dans le jeu. Non, cette fois-ci, le joueur se glissera dans la peau de Jaden Korr, un jeune novice fraîchement entré à l'Académie Jedi de Yavin 4. Devenu le padawan de Katarn, Jaden Korr va aider son maître contre le culte de Ragnos, qui cherche à ressusciter un seigneur Sith des temps jadis. Le joueur aura la possibilité de personnaliser Jaden Korr en choisissant parmi différentes races et pourra également personnaliser son sabre laser et choisir parmi différents styles de combat. La structure du jeu est également plus ouverte, le joueur pouvant choisir entre différentes missions.
Sans être aussi inoubliable, Jedi Academy est donc un spin-off de bonne facture, bénéficiant d'une bonne durée de vie et d'une histoire correcte. Une fois encore, une part importante de l'attrait du jeu vient de la visite des lieux emblématiques des films et de rencontrer leurs héros. Leia Organa? Waouh, ça doit être très important. Si la série Dark Forces a pris le parti de faire du joueur un Jedi, un autre FPS dans l'univers Star Wars a pris l'orientation inverse, faisant du joueur un simple soldat sur le champ de bataille de la guerre des étoiles. Ce jeu, c'est Republic Commando, probablement l'un des derniers excellents jeux vidéo se déroulant dans l'univers de George Lucas. Republic Commando se déroule pendant la guerre des clones et place le joueur à la tête de l'escadron Delta. Le joueur incarne le clone RC-1138, surnommé Boss, et part au combat flanqué de ses équipiers Fixer, Scorch et Sev, chacun ayant ses spécialités. Fixer est donc le hacker de service, Scorch l'expert en explosifs et Sev le sniper. En combinant leurs compétences, le joueur pourra faire face à des missions toujours plus dangereuses, en commençant par la célèbre bataille de Geonosis. Utilisant le moteur d'Unreal 2, Republic Commando est un très bon titre qui s'inspire de jeux tels que Metroid Prime, Halo ou même Rainbow Six. La mise en scène et l'ambiance sont spectaculaires et permettent d'explorer la guerre des clones de l'intérieur. Proposant une action trépidante, le jeu est notoirement plus sombre et violent que les autres jeux Star Wars. On note par exemple que la musique de John Williams est peu utilisée, le jeu lui préférant des thèmes guerriers à base de chœurs, notamment le thème principal du jeu, Vodéan, chanté en mandalorien. Si Republic Commando a un défaut, c'est sa durée de vie un peu légère, rendue encore plus flagrante par la linéarité des niveaux. De nombreux joueurs espèrent voir un jour la sortie d'une suite à Republic Commando. Les rumeurs abondent, notamment depuis que l'on sait que LucasArts a réembauché le designer du jeu et a acheté la licence du moteur Unreal 3. A noter que Boss, Fixer, Scorch et Sev ont tous les quatre fait une petite apparition dans un épisode de la saison 3 de la série télé The Clone Wars. Quant à Kyle Katarn, il apparaît lui aussi régulièrement dans les romans de l'univers étendu. Oui, 62 jours à 12 heures. Ce qui est pas mal déjà. Oui, c'est pas mal, mais quand je partais à 1 an, tu vois... Imagine 62 jours à regarder du No Life sans jamais revoir 2 fois la même chose. Non mais oui, non, bah déjà c'est du suicide, déjà. Oui. Et ensuite, non mais bien sûr, mais... Enfin, je sais pas, quand tu vis que pour ça pendant 4 ans, entendre 60 jours de programme, tu fais... Tu te dis, ah merde, j'ai pas assez travaillé, tu vois, tu te dis, faudra que je retravaille encore plus. Mais imagine les gens qui font un film pendant 4 ans, le film ne dure pas 4 ans, il dure 1 heure. Bien sûr. Ah mais oui, mais c'est ça justement, ce que les gens ne voient pas la plupart du temps, c'est le temps pour fabriquer un truc, mais un sketch des fois, je crois que c'est le pire. Un peu de fiction, la fiction, c'est horrible. Et tu dis ça en connaissance de cause parce que, justement, tu te fais avec ton équipe le Golden Show là récemment. Oui. Et ouais. Mais un sketch des fois de 15 secondes où je suis à poil, par exemple, imaginons, parlons de ce sketch-là, mais t'as le temps de l'écriture, t'as le temps pour faire venir la comédienne, le comédien, l'équipe technique et tout ça machin, et en fait c'est un truc qui prend, avec le montage, ça te prend une journée, tu vois, un truc comme ça. Et je pense aussi que le niveau d'exigence est plus important que sur un plateau de 100%. Oui. Par exemple, là, si tu oublies ton texte, on va continuer. Oui, tandis que la fiction, t'es obligé de reprendre, etc. Obligé, voilà, bon, là, j'ai pas beaucoup de texte là-dessus, mais effectivement, et tu te dis, ah ouais, quand même, il y a tout ce temps pour arriver à 15 secondes. 15 secondes, quoi. En fait, c'est un métier un peu débile, finalement. C'est... Bon. Je vais me remettre en question, là. Je vais me remettre en question toute ma vie. 62 jours. C'est fini l'émission ou il y a encore un truc? C'est bon, c'est fini, ouais. C'est fini? Bah, je vous dis au revoir, alors. Et puis, à dans 2 jours. Et demain, c'est Mima. Ouais. 62 jours. 62 jours. Alors, là, si tu veux, je continue à parler. Et on gagne un petit peu.